Nous allons aborder maintenant le sujet encore de fond, agir dès le plus jeune âge. Et je voudrais, pour introduire cette séquence, rappeler quelques statistiques toujours. Donc, les statistiques de l'école polytechnique qui sont éloquentes, avec en 2024 seuls 16% des admis qui étaient des étudiantes contre 21% l'année dernière. Donc, ce qui veut dire que quand on parle de situations dramatiques, les chiffres l'illustrent très bien. Ce recul est d'autant plus interpellant qu'il survient malgré les efforts considérables déployés. Donc ça, c'est aussi un autre message, parce qu'on voit qu'il y a énormément de choses qui se font. C'est un peu ce que disait Lucie, on avance et on recule. Donc ça, c'est un sujet très important. Cette école est désormais dirigée, un fait historique, par Madame Laura Chobard. Donc voilà, elle va faire énormément de choses, mais on voit que la route est longue. La question se pose donc. Où réside la source de ce déséquilibre persistant? Force est de constater que les stéréotypes ancrés dès l'enfance démontrent une résistance remarquable. La croyance tenace selon laquelle les femmes auraient une moindre appétence ou aptitude pour les mathématiques persiste en dépit de toute évidence contraire. Alors on se l'est dit, on se le rappelle, mais c'est un point, vous l'avez vu aussi par rapport à ces métiers dits techniques très importants. Et pour déconstruire ces préjugés, j'ai le privilège d'accueillir pour notre prochaine table ronde, dont le thème est « Abolir les stéréotypes sociétaux, une responsabilité collective », deux expertes de premier plan. Donc, j'appelle Madame Emmanuelle Larocque et Madame Claude Roiron. Alors, tout d'abord, par rapport à tout ce que nous avons vu aussi en préparation, mais il nous a semblé important de rappeler le cadre, de quoi on parle, qu'est-ce qu'il se passe. Donc, on va se poser cette question ensemble. Donc, comment est-ce que, au-delà du constat, avec moins de filles dans ces filières numériques, comment ça s'explique? Parce qu'on sait que c'est pas... Voilà, il y a des bonnes raisons pour cela. Et j'aimerais avoir donc vos points de vue. Peut-être Claude en premier. Bien, alors j'ai peur d'être un tout petit peu moins drôle que Lucie. Même si dans ce que Lucie a dit, j'ai reconnu certains aspects du ministère de l'Éducation nationale. Plus sérieusement, oui, dans les filières numériques, nous manquons cruellement d'élèves filles, bien évidemment. Les causes, elles ne sont pas uniques, elles sont multifactorielles. D'abord, je crois qu'il y a toutes les questions de stéréotypes de genre. On n'en parle pas assez. Nous en véhiculons tout un chacun. Nous en véhiculons aussi dans l'éducation nationale, où je rappelle d'ailleurs que la plupart de nos personnels sont des femmes. Dans l'éducation nationale, sur les 860 000 enseignants, 856 000 exactement, nous avons environ 70% de femmes, dont 80%, un peu plus de 80% dans le premier degré, c'est-à-dire de la maternelle au CM2. Donc, ça veut dire aussi que nos enseignants, parce que nous ne sommes pas, l'école ne peut pas faire tout seul, mais elle a quand même dans cette question-là une part de responsabilité. Nos enseignants, qui sont largement des enseignantes, véhiculent très souvent à leur corps défendant, bien évidemment, ce genre de stéréotypes, c'est-à-dire que finalement, eh bien, il y a des jouets pour les filles, il y a des jouets pour les garçons, il y a des disciplines où les filles sont soi-disant meilleures que les garçons, il y a un certain nombre de carrières que l'on envisage plus facilement si on est une fille que si on est un garçon, etc., etc. Donc, il y a un sujet sur, évidemment, la question de la stéréotypie de genre dans l'éducation nationale. Et puis, une chose que l'on ne dit pas souvent, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on croit, l'éducation nationale n'est pas mixte. Elle n'est pas mixte partout. Voilà. Et, par exemple, en lycée professionnel, il y a des filières où il n'y a quasiment pas de filles. Mais il y a aussi des filières où il n'y a quasiment pas de garçons, ce qui pose aussi d'autres problèmes. Dans le lycée général, dans certains enseignements de spécialité, on sait très bien qu'il y a des enseignements de spécialité, en particulier en littérature, philosophie, langue, où il manque considérablement des garçons. Les garçons, ils sont représentés à 8%. Et puis, si je vous prends les sciences de l'ingénieur, les filles y sont représentées entre 3 et 7%. Bon, vous voyez, donc, on sait bien qu'il y a des très grands déséquilibres qui sont dus à ce qu'on appelle, nous, l'orientation genrée. L'orientation genrée, ce sont les choix que les élèves font, en gros, ou que l'institution scolaire fait parfois pour eux, ou que leur famille fait avec eux.
à partir en gros de la 4e et de la 3e. Donc il y a un certain nombre de sujets qui doivent être pris en compte et qui d'abord doivent être regardés parce qu'on ne les connaît pas toujours. Donc l'éducation nationale a fait beaucoup d'efforts et beaucoup de progrès pour mettre en place des indicateurs pour nous montrer là où ça ne va pas, là où il y a des distorsions, là où les résultats des filles sont meilleurs que les garçons, ou là où les résultats des garçons sont meilleurs que pour les filles. Est-ce que le cerveau féminin est moins apte à faire des mathématiques que le cerveau masculin? Non, parce que même si en masse, il y a moins de filles dans les filières scientifiques, quand elles y sont, elles réussissent mieux, elles ont plus de mentions au brevet des collèges à l'issue de la 3e et surtout dans les bacs à coloration scientifique. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qu'il faut faire, c'est multifactoriel et c'est surtout un travail qui demande du temps. Dans un monde où on privilégie l'immédiateté et le sensationnel, on a besoin au contraire de prendre un peu de distance et puis surtout de se donner du temps pour réussir sur ces questions-là, de s'ouvrir au monde et de pouvoir lier des partenariats avec vous qui travaillez dans la tech, parce que sur ces sujets, on va y répondre, qui soient mieux emboîtés à ce qu'est la nature de l'institution scolaire. Car il ne faut pas travailler à côté les uns des autres, il faut travailler ensemble. Et c'est ça qui est très difficile. Emmanuelle, pour rebondir, oui. Waouh! Pas facile de passer après. Non, je vais aborder un autre angle, mais qui est vraiment, on va dire, la métaphore filée. Mais avant, je voulais me permettre juste de féliciter Femmat Numérique pour avoir réuni tout ce colloque sur cette thématique très précise et tellement importante. Donc, vraiment, Merci. Magnifique tour de force. Je voulais juste faire un tout petit clin d'œil complémentaire parce que c'est vrai que là on parle de l'éducation nationale, mais bon, on sait que c'est des faisceaux diffus. Il n'y a pas que, hein, voilà. Et on là, sait du coup, Claude abordait ce sujet. Quand je me suis du coup intéressée à la question, après m'être intéressée beaucoup à la question de l'emploi, des métiers d'avenir et du coup d'aller gratter un petit peu en amont. Donc j'y suis allée avec un œil volontairement vraiment très presque premier. Et la première découverte quand même, c'est la compréhension que les filles ont été sciemment, systématiquement éloignées de l'éducation aux sciences. Et on en a, et c'est aussi Claude qui m'en a beaucoup parlé, c'est-à-dire qu'à la fin du 19e siècle, quand les filières scientifiques s'organisent, on cantonne volontairement les filles bien sûr, aux arts, à la littérature et aux arts ménagers, hein, bien sûr, parce que penser, réfléchir et l'esprit logique pouvaient avoir des impacts sur la reproduction. Et on estimait que les cerveaux, bien sûr, des femmes n'en étaient pas capables. À l'époque, il y avait des pseudosciences qui s'appelaient la craniologie, ou parce qu'on estimait que les boîtes crâniennes des femmes étaient plus petites que celles des garçons, peut-être elles n'avaient pas les mêmes compétences logiques. Ça, c'est très important parce qu'en fait, cette organisation sociale, elle a perduré très longuement. C'est-à-dire qu'il faut attendre les années 50 où les filières de formation scientifique s'ouvrent aux femmes, et il faut attendre 1972 pour obliger les écoles d'ingénieurs à être accessibles aux femmes. Et je parle donc de Polytechnique, je parle de Centrale, etc., de nos plus grandes écoles. Donc les filles ont été quand même privées d'une éducation scientifique et les stéréotypes en sont la conséquence directe, puisque même si aujourd'hui on sait, et toutes les sciences, pour le coup, s'accordent, ce qui est extrêmement rare, c'est-à-dire les sciences de l'éducation, les neurosciences, l'économie, bien sûr les sciences sociales, s'accordent à dire que le seul facteur qui explique le décrochage des filles en mathématiques à partir du CE1, ce sont les stéréotypes de sexe et c'est la menace du stéréotype. Il n'y a que ça, en fait, aujourd'hui. On le sait, on s'est documenté, etc. Mais il y a quand même des relents et une reproduction en permanence, tel un phénix qui renaît de ses cendres, où on retrouve voilà, des symboles qui sont diffusés très largement et aujourd'hui qui sont orientés vers les jeunes pour laisser penser que les filles sont inférieures aux garçons en sciences et en mathématiques. Et j'en veux pour preuve l'expression « girls math ». Je ne sais pas si vous avez entendu cette expression que vous voyez très largement sur TikTok. Girls math, c'est-à-dire les maths des filles, c'est-à-dire des maths sans logique.
Voilà. Donc on éduque encore nos filles avec cette idée qu'elles ne sont pas capables intrinsèquement, nativement, à faire des sciences. Claude, pour enchaîner sur le rôle de l'éducation nationale, parce qu'on voit, on y revient, on parle beaucoup du système académique. Voilà. Comment vous abordez la question en termes d'action? On parle aussi de tous ces travaux qui sont déjà faits sur les stages, des troisièmes notamment, donc est un moment clé dans l'orientation, les enseignements de spécialité. Comment, par rapport à ce que vous avez présenté en termes de caractéristiques de l'éducation nationale, comment vous voyez les choses en termes d'action et de priorité? Alors, il y a des façons d'agir et depuis quand même quelques années, c'est un sujet qui a émergé quand même dans l'éducation nationale et qui fait qu'il y a quand même un certain nombre de prises de conscience. J'ai vu tout à l'heure, j'ai un de mes collègues de l'inspection générale, Jean-Michel Chéniaud, qui travaille aussi avec moi sur ce sujet et d'autres, bien évidemment. Donc d'abord, je crois que la question, le premier sujet, c'est la formation et la sensibilisation de nos enseignants. On doit aujourd'hui travailler sur ce qu'on appelle la pédagogie égalitaire, c'est-à-dire quand on remplit un bulletin à note égale, particulièrement en maths, on ne dit pas toujours la même chose quand on est un professeur, si c'est un garçon ou si c'est une fille. Si on a 14 en maths et qu'on est une fille, on est souriante, travailleuse, besogneuse, tout va bien. Si on est un garçon et qu'on a 14 en maths, on est un garçon qui, s'il se disciplinait un peu plus, aurait sans doute une bien meilleure note. Et donc, si vous voulez, il y a des thèses, en particulier d'économistes, etc. La thèse de Marion Monet, avec qui on travaille, de Dauphine. Effectivement, ça n'est pas rien, parce que c'est l'institution qui parle de leur enfant aux familles et l'institution qui parle directement à l'élève, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, vous voyez, il y a toute cette question-là de la pédagogie égalitaire. Aujourd'hui, on sait, et on le sait depuis déjà quand même quelques décennies, que quand on est en classe et quand on est un professeur, on a toujours un peu peur que les garçons soient fauteurs de troubles, perturbent la gestion de classe, comme on dit. Et bien du coup, on sollicite plus leur attention. Ça veut dire qu'en gros, on interroge les garçons 30% de plus que les filles dans une classe, et donc ça sur l'ensemble du parcours d'un élève qui va durer entre 10 et 15 ans. Donc vous voyez, en termes de confiance, en termes d'ambition, etc., ce sont des choses qui pèsent lourdement. Donc il faut donner à voir ça à nos enseignants qui sont pas formés sur ces questions-là. Et il faut aussi, bien sûr, que l'on puisse travailler à la question de la lisibilité, de l'apport des femmes dans les savoirs, parce que le récit national sur les savoirs et bien évidemment les savoirs scientifiques est très défaillant sur le rôle que les femmes y ont toujours tenu. Comme l'a dit tout à l'heure, je crois que c'est toi, Elisabeth, personne ne sait que la fondatrice de l'informatique, c'est Ada Lovelace, qui est la fille du poète anglais Lord Byron. Personne ne sait ça. Personne, à part vous, bien évidemment. Mais personne ne sait que la première femme qui a permis au premier homme, que la femme qui a permis au premier homme de marcher sur la Lune, c'est Margaret Hamilton, qui a été la première informaticienne à concevoir le programme de la première sortie d'un homme sur la Lune. Donc voilà, avant de changer Mars, avec tous ces messieurs dont certains ont quand même quelques caractères extrêmement inquiétants, pas seulement, je dirais, pour les femmes, mais pour l'ensemble de la démocratie. Car on mesure souvent la bonne qualité démocratique d'une société à la place qu'elle fait aux femmes. C'est un critère. Et c'est un critère essentiel démocratique. Et donc, voilà. Donc, je pense qu'il faut travailler sur ces questions-là. Je pense qu'il faut évidemment nouer des vrais partenariats. Quand je dis des vrais partenariats, c'est-à-dire des partenariats qui soient durables et inscrits dans le temps et inscrits aussi dans la façon dont fonctionne l'éducation nationale. Je pense bien sûr à la question des rôles modèles, mais un rôle modèle, une fois dans la vie de quelqu'un, c'est quand même très, très limité pour changer la vie d'un enfant ou d'un élève. Il faut qu'on puisse trouver des parcours, c'est-à-dire que des entreprises puissent accueillir des élèves filles en troisième dans le stage de fin de seconde pour leur montrer qu'on peut être
une technicienne, que l'on peut utiliser le numérique, que l'on n'est pas nécessairement une patronne de la tech ou une ingénieure. On peut être une ingénieure, hein, bien évidemment. Mais pour leur montrer que la question du numérique et de l'informatique, ça fait partie intégrante de la transformation de la société et que les familles ont toute leur place. Donc il faut qu'on construise des parcours. On est en train de le faire avec la Fondation Femmes at Numérique, des parcours d'accompagnement, qu'on puisse aussi partager nos façons, nos ressources, nos façons de penser. Il y a le programme Tech pour toutes qui est en train de se mettre en place. Il faut qu'on arrive à coordonner tout ça parce qu'on a des tas d'actions ponctuelles qui se font. Elles ne sont pas toujours durables, elles ne sont pas toujours intégrées à ce qu'est le fonctionnement de l'éducation nationale qui, comme l'a rappelé Emmanuel, a une histoire longue dont nous sommes les héritiers. Et du coup, elles ne font pas levier sur le système. Donc nous nous sommes l'éducation nationale, comme l'enseignement supérieur d'ailleurs, on est un des ministères qui s'évaluent le plus et le mieux en France. Donc nous avons une image relativement complète de la façon dont nous fonctionnons, de l'impact de telle ou telle chose sur la réussite, l'orientation de nos élèves, etc. Et nous savons bien que sur cette question des discriminations de genre, des inégalités de genre, les chiffres ne bougent pas depuis 30 ans. Donc il faut qu'on arrive sans doute à réfléchir autrement. Et puis, plus j'avance dans ce travail d'égalité filles-garçons dans l'éducation nationale, qui parfois est un Everest à monter tous les jours, il me semble qu'il faut aussi changer le positionnement de la discipline informatique dans nos disciplines et dans nos choix modes d'orientation ou voilà, ça doit commencer beaucoup plus tôt. Quand on arrive en seconde, c'est trop tard. Il faut qu'on commence dès le premier degré, toute cette sensibilisation, mais aussi ce repositionnement des disciplines avec l'intelligence artificielle, avec tous les risques que font courir à notre jeunesse les réseaux sociaux, etc. Je pense qu'à terme, l'école doit s'ouvrir à un monde nouveau pour lequel, je crois, elle n'a pas encore fait suffisamment les efforts. Mais alors, je ne doute pas que ça viendra dans les années à venir. Dans les années à venir. Il y a l'école. Donc vous avez une responsabilité, vous décrivez très bien toutes les actions. Et il y a aussi, vous vous accordiez sur les prescripteurs. On voit donc les prescripteurs, parlons aussi un peu des parents, ils sont perdus, ils savent pas en fait, ils sont démunis, ils se renseignent. Donc il y a la question de la formation quand même des enseignants pour les guider, mais pas que. Emmanuel, est-ce que tu peux développer sur ce sujet ? Oui, pour rebondir, parce qu'on a tous un rôle à jouer, mais comme les grands mouvements et les grands changements de civilisation, en fait, là, on est quand même on est en train de, c'est comme une énorme vague devant nous et on y va peu à peu, mais c'est extrêmement enthousiasmant de voir qu'on est de plus en plus nombreux à s'y intéresser. Et donc, la question des pouvoirs publics en général, c'est vrai qu'on se rend compte que ça reste des sujets d'expertise et qu'on a besoin quand même d'essayer de trouver des portes d'entrée vers le grand public pour ce que je dirais un grand plan Marshall sur les filles dans les sciences, parce que ça touche des sujets économiques qui ont déjà été évoqués, ça touche l'égalité des chances pour l'avenir et face à l'éducation, mais aussi on ne parle pas encore assez de santé mentale des filles. Parce que les filles, en fait, se remettent tellement en question sur leurs capacités qu'elles rentrent des fois dans des logiques. Donc, j'aime pas du tout les termes d'autocensure. Mais il faut vraiment se poser la question pourquoi nos filles sont déprimées, dépressives quand il s'agit de passer des examens, des concours. On peut dire que c'est peut-être la même chose pour les petits garçons, mais elles mettent souvent en avant ce sujet des sciences, de l'évaluation, de l'autocritique qu'elles ont par rapport à elles-mêmes. Ce sujet de la santé des filles est quand même, à mon avis, un sujet aussi à intégrer dans toute la balance. On l'aborde souvent par l'angle de la confiance. Je pense que le sujet il doit être un peu déplacé sur quel climat on crée autour de leur santé psychologique. Donc ça, c'est le pouvoir public, donc informer et en gros aller à la rencontre aussi de tous ceux qui sont au contact des jeunes, parce que l'éducation nationale peut faire une partie, mais c'est ce que tu m'expliquais, c'est 75% du temps de vie d'un jeune, en fait, c'est à la maison, dans l'espace public. Donc c'est 75% du temps du jeune, il faut qu'on l'investisse aussi. Les entreprises, il y a vraiment un sujet sur la connaissance des métiers. Nos jeunes ne connaissent absolument pas ce qui se passe dans le monde actif. Et je pense qu'en fait, au final, ce que peuvent vraiment faire les entreprises à chaque morceau de la chaîne, c'est d'ouvrir leurs portes.
et ça pose des problèmes d'organisation, de confidentialité, peut-être même d'accès, on va dire, au vivier de jeunes. Mais ouvrir la porte des entreprises, c'est ce qui reste le moins coûteux et le plus efficace pour amener du concret, du réel et créer aussi des vocations. Donc ça, c'est la régularité aussi. Enfin, on voyait les stages de troisième, mais après, ouvrir le stage pas, voilà, première, seconde, voilà, exactement. Accueillir des ateliers d'associations dans les bureaux, exactement. Encourager les salariés à venir aussi avec des jeunes. Tout ça, c'est des choses qui ne coûtent rien en fait. Voilà, et qui créent des bénéfices secondaires énormes. Je voudrais, avant de parler des parents, et j'en parlais assez vite, mais l'enseignement supérieur, qui parle du coup, qui fait un constat d'échec sur le fait qu'il n'y a pas de vivier, je trouve qu'il y a des initiatives qui méritent quand même d'être mises en avant. Il y a notamment, et je vais la citer, c'est l'École polytechnique féminine qui a mis en place et qui vient d'ouvrir un nouveau concours, qui est un concours d'accès pour des filles qui n'ont pas de formation initiale scientifique pour aller diversifier leur vivier de profil d'ingénieur. Et ce sont des initiatives qui semblent comme ça un peu atomisées, mais qui sont, à mon avis, des vrais terrains à labourer qui peuvent permettre de déconstruire des idées, notamment sur le fait que, voilà, à 18 ans, tout est joué si on n'a pas fait la doublette maths physique. Donc, c'est vraiment important d'aller identifier des profils différemment et donc d'aller dans ce champ. Et sur la question des parents, puisqu'au final, c'est pas toujours facile de parler des parents parce qu'on estime que les parents, c'est du domaine du privé, de l'intime. Et en fait, on est tous confrontés à ces questions au quotidien. Et donc, c'est ça, moi aussi, qui était un peu mon moteur, c'est comment on donne des outils, une compréhension et des outils quotidiens aux parents à tous les âges de l'enfant pour donner une chance d'aller faire découvrir à des filles qui ne sont pas dans des environnements scientifiques au quotidien, parce qu'on sait que quand on vient dans un environnement scientifique, on a 75% de chances de s'y ouvrir, sinon on en a très peu. Et donc pour les parents, je voulais juste rappeler l'importance, et là peut-être qu'on n'ira pas dans le même sens avec Claude, mais je le dis quand même, l'importance de tenir sur les maths. L'importance de tenir les filles dans les maths, qu'elles aient 8 ou 18 de moyenne, peu importe, et le plus longtemps possible, parce que les inégalités premières et le décrochage qu'on observe quand même, et la dernière étude, la TIMSS, qui évalue les niveaux de mathématiques, qui évalue le niveau de maths physique entre le collège et le lycée au niveau international et qui place la France malheureusement au dernier niveau européen aujourd'hui en mathématiques, en formation mathématique, montre que la France est la première championne des inégalités sur le creusement filles-garçons, parce que les filles en 10 ans ont perdu 5 points vis-à-vis des garçons. En 2014... C'est très très important parce qu'en 2014, les filles étaient pratiquement équivalents des garçons en CE1 et aujourd'hui, elles sont en arrière et les garçons continuent à progresser et les filles décrochent. Donc pour les parents, le seul mot, et ils se sentent totalement incompétents sur le sujet, ils n'ont pas d'outils pour y arriver, s'ils n'ont pas de formation scientifique, ils ne savent pas comment faire, mais donc il faut leur donner les moyens de tenir les filles dans les maths. Parfait, merci beaucoup à toutes les deux. Et peut-être pour clôturer tout ça, on met bien en évidence, et merci beaucoup Claude aussi, l'éducation nationale, parce qu'on s'y réfère beaucoup, mais pas que, on voit avec Emmanuel tout le champ et tous les travaux aussi que nous faisons au niveau de Femmes Numériques, grâce à nos associations, à toute la valeur qui malgré tout n'est pas assez connue. Donc n'hésitez pas à échanger aussi toutes et tous par rapport à toutes ces initiatives, parce qu'elles sont tout à fait réutilisables. On verra cet après-midi aussi avec le Lab des Assos. Mais l'objectif, c'est ça, c'est de ne pas redépenser d'énergie, mais de réutiliser tout ce qui existe. Et ça, on ne le dira jamais assez. Et quand on voit la valeur de ce qui existe, chapeau pour tous ceux qui produisent cette valeur. Donc, merci à toutes les deux.